Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. Bienvenue au nom de l'Argus de l'assurance qui organise donc ce nouveau webinaire en partenariat avec Visa DDA. Visa DDA, pour ceux qui ne le sauraient pas, étant la plateforme de formation 100% digitale développée par l'Argus de l'assurance à destination notamment des courtiers et des CGP dans le cadre de leurs obligations annuelles de formation 15 heures. Donc, l'Argus de l'assurance, vous le savez, fait des formations, en plus d'être un média puissant et que vous lisez, j'espère tous. Julien, si vous pouvez vous remettre sur le PowerPoint et C'est passer à bon. la slide 2, merci. Donc avec plus de 2000 stagiaires formés l'année dernière, 150 programmes avec plusieurs sessions programmées tout au long de l'année, beaucoup de distanciel, climat oblige, mais digitalisation de nos activités oblige aussi, sur des thématiques variées, comme vous pouvez le voir sur la slide suivante. Ça va du risk management jusqu'à ce qui est assurance dommage, assurance de personnes évidemment, et c'est pour cela que vous êtes ici ce matin. Et vous le verrez sur la slide suivante, nous avons notamment 2 nouveautés en assurance de personnes sur l'actualité de la protection sociale complémentaire, sujet d'actualité effectivement, et tout ce qui est fondamental en assurance de personnes et beaucoup d'autres choses que vous pourrez découvrir en vous rendant sur notre site. Donc ce matin, nous sommes avec Julien Besserman, qui est avocat associé au sein du cabinet Lowins et qui va nous accompagner donc à travers une analyse précise qu'il a faite de la jurisprudence 2020 concernant l'assurance de personnes. Donc voilà, je suis ravie de lui laisser la parole et de l'accueillir ce matin parmi nous. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions. Je lui relayerai et nous essaierons d'y répondre soit au fil de l'eau, soit en fin d'intervention. Donc voilà, sentez-vous libre de les poser. Julien, je vous laisse la parole et je vous remercie par avance. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc Julien Besserman, associé au sein du cabinet Lowins, cabinet d'avocats spécialisé en droit des assurances. On fait essentiellement de la distribution, de l'assurance vie et de la responsabilité civile professionnelle des intermédiaires. Et on intervient en conseil, en contentieux, en formation, comme ça peut être le cas là, formation DDA 15 heures notamment, ainsi qu'en détachement si besoin. On se rend chez les clients quelques jours par semaine pour faire les pompiers et assister un petit peu certains services juridiques qui pourraient être en manque de bras. Notre activité entre dans tout ce périmètre. N'hésitez pas, j'en profite de vous avoir avec moi, à m'envoyer un mail ou à me faire un message sur LinkedIn pour me soumettre des sujets de webinaire, des sujets de formation, des choses que vous souhaiteriez voir traitées. Et on s'organisera avec Laurence pour vous proposer un sujet qui colle à vos besoins. Aujourd'hui, on est sur Actualité 2020 de l'assurance vie, où on va essayer de descendre un petit peu la plus grande partie des sujets qui peuvent être rencontrés dans le cadre des contentieux qu'on a au cabinet, qui sont également les contentieux de votre quotidien, sur toute une série de thèmes, l'obligation d'information, la clause bénéficiaire, le contrat, le droit de renonciation, parce qu'on n'est jamais débarrassé du droit de renonciation, les primes manifestement exagérées, et des jurisprudences diverses sur des thèmes tels que la répétition de l'indu ou la communication de pièces en justice dans le cadre d'instances en référé. C'est des choses que dans les services contentieux des compagnies d'assurance, on voit assez souvent. Il n'y aura pas de décision de justice révolutionnaire, je casse un peu le suspense, mais on a un peu de tout. C'est l'occasion de revenir sur certains sujets, de mettre à jour vos conclusions, de mettre à jour vos consultations avec des décisions récentes. Alors, l'obligation d'information et de conseil, c'est particulièrement intéressant et particulièrement important en assurance vie. Quelques décisions rendues sur le sujet. Par exemple, une décision de la Cour d'appel de Rennes qui va nous permettre de revenir sur un point classique qui est celui du préjudice certain. Souvent, assureurs et courtiers sont assignés par des clients dont le contrat est toujours en cours. La réponse doit être immédiate, contrat en cours égale préjudice incertain.
préjudice incertain égale action irrecevable. Bim, c'est terminé. C'est une jurisprudence constante. Là, elle est intéressante parce qu'on dit, bon, pas de devoir de mise en garde pour la commercialisation d'une unité de compte. Attention à ce terme de mise en garde, on le retrouve souvent dans les conclusions des souscripteurs. Il n'y a pas de mise en garde en droit des assurances, ce n'est pas du droit bancaire. L'obligation de mise en garde en elle-même, on l'exclut. Ensuite, deuxième point intéressant, l'obligation d'information se résout toujours en une perte de chance. Perte de chance de souscrire le contrat, perte de chance d'échapper au risque, mais jamais une indemnisation à 100%, toujours relever la perte de chance lorsqu'on est dans ce cadre de contentieux qui porte sur le manquement à une obligation d'information ou de conseil. Et puis, dernier point, le préjudice incertain rend irrecevable l'action du demandeur. Hop. Action des bénéficiaires évincés. Celle-ci est intéressante aussi. Cour d'appel de Montpellier, qu'est-ce qui se passe? C'est des bénéficiaires qui viennent râler parce que leur mère était désignée en bénéficiaire du contrat et ils reprochent au courtier de ne pas avoir indiqué ou de ne pas avoir conseillé d'indiquer ma mère, à défaut mes héritiers. Il manquait cette mention, à défaut mes héritiers. Et la Cour de cassation écarte leurs prétentions, la Cour d'appel de Montpellier écarte leurs prétentions, premier tiré, discutable mais très en faveur des assureurs. Il résulte d'une jurisprudence constante que le bénéficiaire évincé ne peut pas invoquer à l'encontre de la compagnie d'assurance un manquement à une obligation de conseil qui lui était pas due. Ok, discutable. Discutable aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, un tiers peut invoquer un manquement à une obligation contractuelle entre deux parties et une obligation contractuelle à laquelle il est étranger. Néanmoins, c'est tellement en faveur de l'assureur que je vous la mets là, ça peut toujours être intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette décision? C'est qu'on repart sur la base de comment est-ce qu'on indemnise un bénéficiaire évincé. Sur la base du droit commun du contrat d'assurance, la faute, preuve de la faute, preuve du dommage et preuve du lien de causalité. Et là, deuxième tiré, la Cour dit, vous ne démontrez pas que vous aviez été désigné en qualité de bénéficiaire. Vous n'apportez pas la preuve que votre mère, que le souscripteur, avait la volonté de vous désigner à titre subsidiaire. Donc, en fait, vous n'apportez pas la preuve de la faute, vous n'apportez pas la preuve du lien de causalité et vous n'apportez même pas la preuve du dommage. Du coup, à défaut de démontrer que tu es le bénéficiaire évincé, que tu étais dans la clause précédente, parce que là, dans ce cas-là, tu aurais une action justifiée. J'étais bénéficiaire, on a modifié la clause au profit de quelqu'un d'autre, et le conseiller, le courtier n'a pas attiré l'attention sur le fait que là, on a quelque chose, on a une base pour se plaindre quand on est souscripteur. En l'espèce, pas du tout. Donc, à retenir cette décision, lorsque vous avez des actions des bénéficiaires évincés, on va regarder s'ils étaient désignés bénéficiaires avant. Et si ce n'est pas le cas, il est facile de les exclure et de faire rejeter leurs prétentions. Éligibilité des produits structurés au sein d'un contrat d'assurance vie, la décision est classique. Les produits structurés, ça a été un grand problème il y a quelques temps, mais maintenant la Cour de cassation s'est prononcée. Les produits structurés sont éligibles au contrat d'assurance vie dès lors qu'ils appartiennent à la liste de l'article R131.1 du Code des assurances. C'est la problématique de la protection de l'épargne investie où les souscripteurs viennent dire « Ah bah j'ai perdu mon argent, donc votre unité de compte n'est pas conforme à l'obligation de protection suffisante de l'épargne investie. » Non, non et non. Aujourd'hui, la Cour de cassation est ferme sur ce point et part du principe que si c'est dans la liste, eh ben c'est bon, on est sur une unité de compte qui protège l'épargne suffisamment. Donc ce grief est globalement plus pertinent. Néanmoins, attention à l'obligation de conseil sur la vente de produits structurés. À une époque, ça a été vendu de manière un petit peu légère.
et sans mettre en place une procédure de conformité suffisante. La recommandation ACPR que vous connaissez, 2016 R04 sur les produits structurés, elle est extrêmement précise. Et elle détaille de manière extrêmement précise la manière dont on doit vendre un produit structuré, la manière dont on doit attirer l'attention du client sur le risque de perte maximale, la manière dont on doit attirer son attention sur les conséquences de son décès en cours de contrat. Parce que vous savez que quand on a un produit structuré vendu dans le contrat d'assurance, le décès entraîne le dénouement du contrat entraîne finalement la fin du produit structuré, et si on est en cours de vie, eh bien la sortie se fait aux conditions de marché. C'est toujours délicat. Le produit structuré, quand il est sur un compte titre, en cas de décès, il est transmis aux héritiers. Donc du coup, on n'a pas cette problématique du décès en cours. Extrêmement important, cette problématique de quid en cas de décès. Et donc, avertir le client sur le fait que s'il décède en cours de vie du contrat, il y a des chances qu'il ne profite pas des garanties à terme qui sont fixées et qui sont prévues dans certains supports, ce qui a conduit certaines banques notamment à ne pas vendre des produits structurés à certains clients à partir d'un certain âge. À voir, c'est une question qu'il me semble il faut se poser dans le cadre de la protection des souscripteurs qui ont pris des produits structurés. Alors, clause bénéficiaire, autre sujet qui revient souvent, papy a désigné les aides ménagères au lieu de me désigner. Ou plutôt, encore plus souvent, mon oncle, bien lointain néanmoins, a décidé de désigner ces aides ménagères. Alors, 2 points sur cette décision qu'on appelle de Rouen. 1. Les incapacités à recevoir de l'article 909 du Code civil, c'est l'interprétation stricte. Concrètement, c'est les professionnels de santé qui ont prodigué des soins à la personne de la maladie dont elle meurt. Et ces incapacités ne vont pas plus largement que ça. Ici, la Cour d'appel dit oui, ok, les aides ménagères peuvent avoir une proximité avec la personne au domicile, mais ça n'est pas un professionnel de santé énuméré à 909. Du coup, l'action des souscripteurs qui remettent en cause le contrat, pardon, des bénéficiaires, des légataires universels qui ne sont pas bénéficiaires et qui remettent en cause la désignation, va être écartée parce que 909 est d'interprétation stricte et qu'il ne s'applique pas aux aides ménagères. Néanmoins, je ne pense pas que le fondement choisi était le bon. Il y a un article qui est relativement récent, enfin relativement récent, c'est 2015, le L116.4 du Code de l'action sociale et des familles qui prohibe les dispositions à titre gratuit ou testamentaire au profit des aides ménagères. Probablement que ce fondement aurait été plus efficace, efficient que la référence à l'article 909 du Code civil. Attention à cette problématique des aides ménagères. Elle est moins connue. Il est moins connu que l'article 909 sur les ministres du culte et les professionnels de santé. Il faut se pencher sur cette disposition et voir ce qu'on peut mettre en place comme dispositif conformité au moment du paiement, à minima, au moment du paiement de la prestation, pour s'assurer qu'on ne procède pas à des paiements à ces personnes. Dans l'absolu, il vaut mieux encore vérifier au stade de la désignation de la clause bénéficiaire, mais c'est compliqué de demander à quel titre la personne intervient lorsqu'elle est désignée bénéficiaire. Un grand classique de la jurisprudence assurance vie, la clause mes héritiers. Alors la clause mes héritiers, c'est toujours une source de discussion lorsqu'il y a des c'est toujours une cause de discussion lorsqu'il y a des légataires, parce que ceux-ci vont venir contester la qualité d'héritier. Et finalement, il n'y a pas vraiment de règle. Ce qui est intéressant dans cette décision de la Cour de cassation, c'est qu'elle dit dans le petit encadré en bas,
La clause bénéficiaire mes héritiers ne doit pas s'entendre comme visant les héritiers légaux et testamentaires, mais doit être interprétée à la lueur de la volonté, à la lueur de la volonté du souscripteur. C'est une question d'interprétation. Et ça peut poser problème. Certains de mes clients vont partir sur une rédaction des clauses, des conditions générales, la clause balai des conditions générales. Lorsqu'il n'y a pas de bénéficiaire, on dit à défaut de bénéficiaire, on va verser aux héritiers selon d'évolution successorale. Pourquoi pas? C'est déjà plus précis. On peut opter de manière écrite, manuscrite, pour cette rédaction, les héritiers légaux et testamentaires. Il faut essayer de trouver une formule qui prête le moins possible à contestation quand on est assureur, parce qu'effectivement, on peut avoir un souci d'interprétation et dans ce cas-là, se trouver face à des parties aux prétentions différentes. Et il vaut peut-être mieux attendre dans ce cas-là d'être assigné en justice avant de régler pour ne pas risquer d'avoir à payer 2 fois. Alors effectivement, on s'expose à ce qu'on vienne nous demander des intérêts de retard, mais il me semble qu'il y a là une cause objective qui bloque le règlement en disant voilà, moi aujourd'hui, mon métier assureur, c'est pas d'interpréter la clause. Il y a un doute, il y a 2 personnes qui viennent porter des prétentions contradictoires. Eh bien, en l'espèce, moi, je ne me prononce pas. Ça évitera d'avoir à être condamné à payer 2 fois, car comme vous le savez, qui paie mal paie 2 fois. Cette décision est encore un petit peu, sur le fond, un petit peu artificielle, parce qu'en plus, on va chercher l'intention de la défunte, alors que la souscription a été autorisée en justice après son placement en tutelle, ce qui veut dire que ce n'est pas vraiment elle qui a donné sa clause bénéficiaire. Néanmoins, le principe est toujours le bon. Clause mes héritiers, on va toujours chercher, lorsqu'il y a un doute, l'intention de la souscriptrice ou du souscripteur. Alors, décision intéressante, récente, novembre 2000. On a un bénéficiaire, on a un souscripteur qui envoie des lettres type non signées en disant je veux changer mon bénéficiaire. Alors, vous savez que la clause bénéficiaire n'est subordonnée à aucune condition de forme. Néanmoins, même s'il n'y a pas de forme, qu'elle peut être manuscrite, tapée à l'ordinateur, il faut quand même qu'on soit certain que ce soit la volonté du souscripteur. Et la cour d'appel dit lettre non signée, faut pas déconner, ça peut être n'importe qui a envoyé n'importe quoi. Ça ne suffit pas pour modifier la clause bénéficiaire. C'est du fait. C'est du fait, et la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel en disant OK, la Cour d'appel a pris cette décision dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, moi ça me va. Mais effectivement, une clause dactylographiée non signée, c'est pas possible. Une clause manuscrite non signée, pourquoi pas? Ça se plaide en tout cas. Que oui, c'est pas signé, mais qu'on a quand même l'intention du souscripteur qui est apparente. Dactylographié signé, ça passe, mais là, il faut faire attention à la signature. Il faut faire attention à la signature parce qu'on vient souvent nous dire « Ah, bah, vous n'avez pas vérifié la conformité de la signature avec ce que le souscripteur vous a donné comme pièce d'identité, son permis de conduire, comme document que vous avez pour confirmer la signature. » Lorsqu'on est sur une clause bénéficiaire dactylographiée, il faut vérifier la conformité. Il faut vérifier la conformité de la signature, surtout lorsqu'on est face à une personne âgée, à défaut de demander une clause bénéficiaire manuscrite. Et en cas de doute, notamment lorsqu'on désigne des bénéficiaires hors de la famille, j'ai eu un dossier il n'y a pas longtemps avec 6 contrats d'assurance vie pour la famille et le 7e pour la femme de ménage. C'est manifestement la volonté du client. Mais les héritiers viennent dire « Ah non, non, sûrement pas, c'était pas sa volonté ». Bon, et ben là, le point est de savoir comment est-ce qu'on démontre que c'était effectivement la volonté
du client, délicat, sauf à faire en sorte que la clause bénéficiaire soit passée devant notaire ou devant témoin. Là, on aura des éléments pour aller plaider la conformité à la volonté du client. On est sur une approche contentieux, mais également sur une approche, j'allais dire, devoir de conseil, à faire passer aux courtiers, aux gens qui vendent, qui commercialisent, qui distribuent les contrats d'assurance vie, en cas de clause bénéficiaire un petit peu discutable, on les connaît, ou susceptibles d'être discutées par les héritiers, la faire valider par des témoins, la faire valider par un notaire, ce qui rendra le consentement incontestable. Contrat et enfant mineur. Une décision qui va porter sur l'exercice de la faculté de renonciation par le représentant d'un enfant mineur, un de ses parents. Je vous laisse lire, il y a des éléments de fait de l'autorité parentale qui a été attribuée exclusivement à la mère de l'enfant. Le père demande la renonciation et l'assureur lui dit bah non, c'est pas possible, tu n'as pas l'autorité parentale. La Cour de cassation confirme qu'en l'espèce, l'autre parent n'est pas investi des pouvoirs de gestion sur le patrimoine et que donc, il n'y avait pas de faculté de renonciation qui était possible. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que lorsqu'on a des contrats avec des enfants mineurs, eh bien, il est indispensable de veiller à vérifier que la personne qui exerce le droit au rachat, droit aux renonciation, bénéficie toujours de l'autorité parentale, qu'il n'y a pas eu de divorce, qu'il n'y a pas eu de jugement qui supprime l'autorité parentale à l'un ou à l'autre. Ça ne doit pas arriver souvent, mais c'est quand même un cas qu'il faut garder en tête. Contrat qui va avec un mineur, je vérifie le respect des règles liées à l'autorité parentale en demandant la justification du fait que finalement on est dans le droit commun et que rien n'a été modifié dans la situation de cet enfant. 11h52, on est pas mal. Avance non remboursée. Alors ça arrive une fois de temps en temps. Quel est le délai de prescription de l'action portant sur le remboursement de l'avance? Eh bien, on est sur une durée de 2 ans. C'est la prescription biennale qui s'applique. La règle, vous la connaissez. Précontractuelle, c'est la prescription quinquennale de 5 ans. Contractuelle, c'est la prescription biennale de 2 ans. Avec la problématique en l'espèce, quel était le point de départ? Pour revenir rapidement sur les faits, souscription en 91, grosse avance en 93, terme en 99, rachat total en 2014, demande de rachat du souscripteur, l'assureur fait droit, mais enlève les intérêts dus entre 93 et 2014. Le souscripteur dit « Eh ben non, le terme de l'avance, c'était 99. Vous avez adressé des actes interruptifs en 2000. Eh ben 2000 plus 2, ça fait 2002. Du coup, les intérêts sont dus jusqu'en 2002. Et les intérêts de 2002 à 2014, eh ben c'est perdu. Attention à ces problématiques d'avance, parce que ça, c'est de l'argent bêtement perdu de la part d'un assureur. Veillez à interrompre la prescription ou veillez à agir en justice rapidement pour que les intérêts de l'avance vous soient versés et qu'on ne se heurte pas à la prescription parce que c'est toujours un petit peu rageant. Donc, intérêt de l'avance, contrat, 2 ans, prescription biennale. Renonciation. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je me suis longtemps battu et qu'on a beaucoup perdu sur la renonciation, sur la mauvaise foi, sur l'estopel, sur le droit européen. Et qu'il y a quelques années, il y a eu un revirement qui a fait naître beaucoup d'espoir, revirement qui indique que la faculté de renonciation est susceptible d'abus. Alors à l'époque, on a fait la fête. Néanmoins, la porte, si elle est entrouverte, elle est vraiment
pas ouvertes grand. Et c'est ce qu'on va voir sur les quelques décisions qu'il y a ici. 5 mars 2020, cour de cassation, la note d'information indique simplement sur la fiscalité le régime fiscal et le régime fiscal français. Évidemment, c'est insuffisant et évidemment, ça permet au client de renoncer à son contrat car l'information qui lui a été donnée n'était pas suffisante. C'était un vieux contrat. Aujourd'hui, il y a au moins 1 à 2 pages sur la fiscalité dans les contrats d'assurance qui, de toute façon, font 80 pages. Du coup, cette problématique ne se présente plus vraiment. La problématique qui va se présenter, c'est celle de l'abus de droit. Alors, 2 décisions mauvaises, mais une bonne décision pour finir. Quel est le problème de l'abus de droit? Le problème de l'abus de droit, c'est qu'il faut démontrer qu'est-ce qu'il y a dans la tête du souscripteur. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et cette décision, eh bien, la Cour de cassation va dire oui, le client a pu renoncer à son contrat. Et non, je ne fais pas droit à la demande de renonciation parce que il n'était pas démontré que le client avait conscience des risques et avantages, qu'il avait quand même reçu les avis d'information annuels avec le montant de l'épargne, le montant du capital d'essai, la performance brute, mais que ça suffisait toujours pas. Et qu'on ne pouvait présupposer que la seule perte de la valeur avait motivé sa demande. C'est très difficile de prouver l'abus de droit, c'est interprété strictement et effectivement, il faut rentrer dans l'esprit du souscripteur et malheureusement, c'est assez délicat et assez dur à démontrer parce que, sauf à ce qu'il écrive je renonce à mon contrat parce que mon contrat a perdu de la valeur et que j'ai bien compris qu'en faisant ça, j'allais récupérer de l'argent, eh bien, la Cour de cassation a du mal à faire droit à ces demandes de renonciation, ou en tout cas à ces demandes de rejet des demandes de renonciation sur le fondement de l'abus de droit. Même ambiance, mais là on avait encore mieux, côté assureur j'entends. Le client avait coché une case en disant, une case oui à la question portant sur le fait d'avoir déjà effectué des placements, d'avoir compris le mode de fonctionnement et la nature des risques et des moins-values, et la case non à est-ce que vous voulez des informations complémentaires? On est quand même face à, j'allais dire, une obligation d'information qui a été bien accomplie par l'assureur et le courtier. Eh bien, ça ne suffira pas parce que là aussi, la Cour de cassation va dire non, désolé, on n'arrive pas à démontrer l'intention du souscripteur, sa mauvaise foi et le fait que finalement, sa demande de renonciation est exclusivement fondée, est exclusivement motivée par la volonté de récupérer son argent et pas réellement par un défaut d'information. Donc effectivement, la Cour de cassation est fermée. Néanmoins, parce qu'il ne faut pas être déprimé et que quand même il faut continuer à se battre et que ça se gagne une fois de temps en temps quand même, décision de la Cour d'appel de Paris, novembre 2020, où on a des souscripteurs qui s'avèrent être un peu avertis. Dans un premier attendu, la Cour d'appel va rappeler comment est-ce qu'elle examine s'il y a abus de droit ou pas. 1. La situation concrète du souscripteur. Est-ce qu'il est averti ou profane? Quelle information il a réellement obtenue, et c'est le réellement qui est intéressant, et quel était l'exercice de la finalité de son droit. Et finalement, une fois que j'ai tout ça, moi, Cour d'appel, je vais regarder s'il n'exerce pas son droit uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements. Bon. Et là, la Cour d'appel va déduire l'intention de la stratégie d'investissement des clients. En écrivant, les clients ont su utiliser les baisses et les hausses des produits financiers. Et ce n'est qu'une fois qu'ils ont eu le sentiment que les hausses ne seraient pas suffisamment élevées pour regagner les sommes perdues, qu'ils ont exercé leur droit de renonciation. Alors, tout ça est un petit peu, comment dire, nébuleux. Nébuleux
pas très juridique, contestable, mais néanmoins, c'est passé à la Cour d'appel de Paris. Il faudra voir s'il y a un pourvoi en cassation, si la Cour de cassation suit la même optique. Néanmoins, c'est la piste pour vous pour faire retenir l'abus de droit. Comment est-ce qu'on fait? Eh ben, on va analyser les arbitrages sur le contrat, les rachats. Est-ce que le client a sécurisé une partie de son patrimoine? Est-ce qu'ils ont arbitré sur des supports en unité de compte? Est-ce que essayer de corréler les actes des clients avec les performances des supports? Ça monte, je rachète une partie. Ça baisse, je bouge pas parce que je sais que si je sors, je sors en faisant une perte. Je rachète que quand ça monte pour sécuriser une partie de mes plus-values. Là, on est sur quelque chose qui peut convaincre une juridiction en disant voilà, regardez la corrélation entre l'évolution du portefeuille et les actes que les clients ont réussi à faire, enfin ont effectué plutôt. Et là, on pourra potentiellement démontrer l'abus de droit. Je pense que c'est la piste la plus intéressante pour vous pour faire en sorte que cet abus de droit soit retenu et que les clients de mauvaise foi, en tout cas ceux qui sont de mauvaise foi, ne voient pas leur demande, ne voient pas la cour ou les tribunaux accéder à leur demande. C'était le fameux droit du renard dont la doctrine avait parlé. Le droit de renonciation ne doit pas être détourné, c'est de la protection du consommateur, c'est pas faire peser sur l'assureur la charge des moins-values que les clients ont bien décidé ou en tout cas les moins-values que les clients ont subies du fait d'un investissement volontaire et strictement informé sur des supports en unité de compte. Bon, vous avez trouvé que je suis très assureur, mais ça fait 10 ans que je fais que ça. Maintenant, mon esprit est un petit peu tourné en ce sens. Prime manifestement exagérée, contentieux qui revient souvent, et une décision intéressante récente, 16 décembre. Intéressante parce que les primes manifestement exagérées sont rarement retenues. Et là, ça va être retenu. La Cour de cassation va dire quoi? Va dire que ici, les investissements, près de 2 millions d'euros, ne s'inscrivaient pas dans un projet particulier tel que le financement des frais d'hébergement en maison de retraite et ne présentaient aucun intérêt personnel ni économique, mais avaient pour seul but de soustraire l'essentiel de l'actif au profit de sa fille, seul bénéficiaire des contrats, et ce qui faisait donc conduisait à exclure le reste de la succession. Les primes manifestement exagérées, cette réglementation, elle a pour objet d'empêcher un souscripteur de se servir d'un contrat d'assurance vie pour déshériter ses héritiers réservataires. Et là, c'est clairement ce que la Cour de cassation va dire. Elle va dire, vos souscriptions n'avaient pour seul but que de nuire à la succession. Donc, eh bien, on va faire droit à la demande. Autre élément intéressant, classique, c'est bien les primes qui sont rapportées à la succession, c'est important de le rappeler, c'est bien les primes qui sont rapportées à la succession et pas la valeur de rachat ou les intérêts ou quoi que ce soit. On rapporte à la succession les primes manifestement exagérées. Deux autres décisions où là pour le coup c'est exclu, mais qui viennent rappeler comment est-ce qu'on attribue, comment est-ce qu'on examine, pardon, comment est-ce qu'on détermine si une prime est exagérée ou pas. L'âge, l'espérance de vie, le caractère occasionnel, l'utilité, et là on revient sur la jurisprudence précédente, l'utilité du contrat pour le souscripteur. Ici, c'est intéressant pour deux choses. Un, parce qu'on a quand même 70%, 68% de l'actif successoral sur un contrat d'assurance vie. Donc, quand même, concrètement, les héritiers restants, ils n'ont plus grand-chose à se partager, mais la Cour d'appel d'Amiens va dire non, non, mais c'est bon, on valide parce qu'il y a une réelle utilité du contrat pour les souscripteurs et qu'il n'y a pas de volonté apparente de nuire aux héritiers. Autre élément intéressant de cette décision,
il y a marqué expressément que le versement des capitaux d'essai au profit d'un seul enfant n'est pas illégal. Et ça, c'est intéressant parce que il peut arriver dans les contentieux qu'on vienne nous dire « Ah non, mais c'est dégueulasse, on est 2 enfants, vous ne pouvez pas faire bénéficier un enfant au dépit, au détriment de l'autre, pardon. » Donc là, c'est intéressant parce que c'est clairement indiqué dans la décision, même si effectivement, on sait que ça ne pose pas de problème particulier. Même chose ici, avec 72% de l'actif successoral qui est donc soustrait à la succession et qui vont être placés sur un contrat d'assurance vie. Ici, la justification est la suivante. Les primes ont eu pour une utilité en lui donnant au souscripteur l'opportunité d'un placement avantageux qui lui apporte un supplément de revenus. Donc, on est sur des éléments de fait toujours et toujours sur l'appréciation un peu complexe de la volonté du souscripteur et de ce qu'il peut y avoir dans la tête du souscripteur. Sur le côté, une petite décision également sur le recel communautaire. La condamnation ultérieure du souscripteur à la sanction du recel communautaire n'a pas d'incidence sur l'appréciation du caractère exagéré qui s'apprécie au moment du versement des primes au regard de l'âge et la situation du souscripteur. Classique, tout ça. Jurisprudence diverse, répétition de l'indu. Répétition de l'indu, ça arrive souvent, quelques dossiers, dans lesquels l'assureur va payer 2 fois, par exemple, ou va payer la mauvaise personne. Quelle est la probabilité que le client, qui lui a aucune envie de rendre l'argent, en disant bah, l'assureur s'est planté, bah, de toute façon c'est de sa faute, moi je ne vais pas rendre, ou je vais rendre un peu moins. De toute façon, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ils partent du principe que l'assureur a fauté et que bah, lui, il ne va pas rendre tout ce qu'il doit, mais il n'en rendra qu'une partie. Et on est parti pour de longues discussions ou pour une assignation en justice. Et cette décision est intéressante parce qu'elle va condamner l'assureur à une somme assez importante, 3 000 € de dommages et intérêts pour un paiement indu de 20 000, en disant des choses qui sont un peu contradictoires. Quand on prend les deux attendus en italique, le bénéficiaire a omis de se renseigner sur l'assureur auprès de l'assureur, alors qu'on lui a versé une somme identique à celle dont elle avait bénéficié un an plus tôt. Le bénéficiaire a également omis de consigner cette somme en attendant d'avoir la certitude qu'elle lui était due. Hop là, je viens de perdre, voilà. Quand on lit ça, on dit chouette, la décision part bien. Elle est en train de dire, cher client, c'est un peu de votre faute, vous recevez de l'argent absolument d'un montant absolument identique que ce que vous avez reçu il y a un an et vous ne dites rien et vous consignez pas et vous dépensez l'argent. Ça commence bien mais ça finit mal puisque l'assureur est condamné à 3 000 € de dommages et intérêts. Alors attention sur ces contentieux, moi j'ai quand même tendance à pousser à la transaction parce que d'abord ça va faire des frais d'avocat inutiles, parce que on part sur un an de procédure, parce que s'il y a 3 000 € de dommages et intérêts, bon, probablement qu'il vaut mieux transiger, parce que si le client est bien conseillé, il ira trouver des justificatifs, vrais ou pas vrais, mais il ira trouver des justificatifs pour dire qu'il a subi un préjudice. Et donc du coup, il y a quand même une chance. On ne peut pas exclure la possibilité qu'en plus on soit condamné à des dommages et intérêts, sachant qu'en plus sur l'article 700, les juges ont tendance à être relativement, j'allais dire avares pour les assureurs dans ce type de contentieux, sauf à ce que le client démontre une réelle mauvaise foi. Alors là, on est à cheval entre le contentieux et la conformité. Point de départ de l'action en répétition de l'indu. On a vu tout à l'heure, quand c'est contractuel, c'est 2 ans. Quand c'est
pas contractuel C5, droit commun de la prescription, et bien là, le point de départ, le délai de l'action en répétition de l'indu, c'est bien la prescription quinquennale 5 ans. Peu importe l'origine de l'indu, c'est la prescription quinquennale qui s'applique. Et là, on a une question de point de départ. On a un bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie qui va toucher 2 millions bruts. En 2013, l'administration fiscale qui écrit à l'assureur et qui dit il faut payer 400 000 € au titre de 990I du CGI. L'assureur paye et écrit au client en disant cher client, merci de me restituer 392 799 € que j'ai payé pour vous, que finalement je vous ai payé indûment en 2010. Eh bien, la Cour de cassation va débouter l'assureur, va juger l'action prescrite en disant que ce qui compte, c'est le paiement de la somme indue dont le remboursement est demandé. Concrètement, si je demande le paiement au bénéficiaire, eh ben, je lui ai versé l'argent en 2010, il faut que j'agisse avant 2015. Si je demande l'argent à l'administration fiscale, eh ben, dans ce cas-là, j'ai payé en 2013, il faut que j'agisse dans les 5 ans à compter de 2013. Le point de départ de cette action en répétition de l'indu, c'est le paiement de la somme indue dont le remboursement est demandé. Alors l'argument de l'assureur était intéressant. Avant 2013, il n'y avait pas d'indu. Il n'y avait pas d'indu puisqu'on ne m'avait pas réclamé l'argent. Néanmoins, la Cour de cassation a estimé que ne fallait pas rentrer dans ce débat et que ce qui était important, c'était à quelle date on avait versé la somme indue. Donc attention, là, ça fait quand même 400 000 € de perte pour l'assureur. Ça pique. Ça pique un petit peu. Alors, on est cours d'appel, j'imagine qu'il y aura un pourvoi en cassation parce que ça, c'est pas un dossier du cabinet. Il faudra suivre ce qui est rendu parce que cette question de prescription de la répétition de l'indu, c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent parce qu'on a quand même quelques dossiers par an chez nous. Donc, ça veut dire que chez vous, il y en a d'autant plus. Obligation de confidentialité, ça aussi, on l'a souvent. Les héritiers qui viennent demander en référé la copie de documents contractuels. Alors parfois ils sont sympas, ils demandent 3 documents qu'on a et ça pose pas de souci. Parfois ils font des demandes complètement extravagantes en demandant tous les documents du contrat depuis 1992, en ce compris les lettres d'information annuelles, les rachats, les arbitrages et compagnie. Bon, obligation de confidentialité de l'assureur, c'est jugé, rejugé, rejugé dans tous les sens. Néanmoins, le risque pour l'assureur ici, c'est de se faire condamner à communiquer des documents qu'il n'a pas, ou pire encore, à se faire condamner sous astreinte à communiquer des documents qu'il n'a pas. Et alors là, c'est la cata parce que il faut faire appel de l'ordonnance de référé. Alors, on va gagner à la cour d'appel parce que le juge d'appel ne va pas laisser passer ça. Et si on dit qu'on n'a pas les documents, on n'a pas les documents. Mais il m'est arrivé, moi, d'aller plaider ce type de dossier, de dire, bah voilà, nous on a ça, ça, ça et ça et rien d'autre. Et le magistrat a dit, non, non, vous racontez n'importe quoi, tout est numérisé, c'est sûr que vous avez autre chose. Bim, astreinte. Alors, on a relevé appel et on a gagné à la cour d'appel. Mais là, c'était un cas extrême où on est tombé sur un magistrat qui comment dire, qui avait une dent contre les assureurs et qui partait du principe qu'on lui racontait n'importe quoi. Ce qui est intéressant dans la manière de traiter ces contentieux, d'abord être de bonne foi, produire les documents, ou en tout cas annoncer ce qu'on va produire. Dire voilà, moi j'ai fait mes recherches, dans ma base j'ai trouvé le contrat, la clause bénéficiaire, les 3 clauses bénéficiaires suivantes et les lettres d'information annuelles. Point. Et vous ne pouvez pas me condamner à autre chose parce que je n'ai que ça. Alors c'est un peu compliqué parce que ça demande de faire une partie du boulot avant que la décision soit rendue. Néanmoins, ça évite les décisions mauvaises, sauf cataclysme d'un juge qui a décidé de se taper un assureur, mais c'est quand même une pratique qui a fait ses preuves aujourd'hui. Et cette décision
est intéressante parce qu'elle dit, les assureurs sont de bonne foi et ont produit les pièces. Donc, à la suite de l'ordonnance de référé, évidemment, pas dans le cadre de la procédure de référé parce qu'on ne peut pas les communiquer parce qu'il y a l'obligation de confidentialité. 2, rien ne permet de conclure que les assureurs sont des méchants qui cherchent à cacher certains documents. Ça, c'est malheureusement le problème de la mauvaise réputation des assureurs. Quand on est avocat d'assureur, on part 10 mètres avant l'avocat du souscripteur parce que tout le monde nous prend pour des voleurs qui cherchent à planquer des trucs. Là, on a une bonne décision qui dit non, rien ne permet de démontrer que l'assureur cherche à cacher des trucs. Plus, on ne peut pas nous demander à communiquer sous astreinte des pièces qu'on n'a pas. Plus encore, une éventuelle insuffisance des pièces n'a pas lieu devant le juge des référés. Si moi je vous dis que j'ai que ces 3 pièces-là et que vous me dites il vous manque ça et c'est pas bien, ok, c'est peut-être pas bien, mais on n'a pas à discuter de ça devant le juge des référés, on va au fond. Donc là, on a dans une décision, complément celle de la Cour d'appel de Rennes de 2019, un petit peu les différents arguments qu'on peut évoquer dans le cadre de ces contentieux en communication de pièces qui sont assez courants. Assurance vie et donation indirecte, ça arrive relativement peu souvent, mais c'est une décision de la Cour de cassation de fin 2019 qui est intéressant, qui permet de se poser une question. Vous savez qu'on peut requalifier un contrat d'assurance vie lorsqu'il y a une volonté irrévocable de se dépouiller qui ressort de la volonté du souscripteur. Typiquement, c'est le cas du souscripteur qui va désigner un bénéficiaire sur son lit d'hôpital. Ici, on a un souscripteur qui a désigné sa maîtresse en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie, contrat qui a été accepté, et la partie adverse qui dit, eh bien, puisque le contrat a été accepté, le souscripteur ne peut plus faire de rachat sur l'accord du bénéficiaire. Il s'est donc privé de sa faculté de rachat, et donc son contrat doit être requalifié en donation indirecte. Pas bête. Pas bête, mais ça passe pas depuis 2011, parce qu'effectivement, ça conduirait à rendre impossible l'acceptation du contrat d'assurance vie. Décision de 2011 de la Cour de cassation qui dit que le seul fait d'accepter la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ne vaut pas dépouillement irrévocable du souscripteur, et donc la requalification en donation indirecte doit être écartée. Là aussi, un classique, mais décision récente, juillet 2020, septembre 2020, les ATD, avis à tiers détenteur. Comment est-ce que se règle le conflit entre l'administration fiscale et le créancier nanti? C'est globalement une solution qui maintenant est claire, qui a été jugée, primauté du créancier nanti sur l'administration fiscale, sur les autres créanciers, même créanciers privilégiés. À garder en tête, c'est quand même 2 décisions récentes, mais je pense que c'était un contentieux qui a défrayé la chronique il y a quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins prégnant et on est sur quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus réglé, quoi. Les 2 dernières pour finir. La première, un peu de fiscalité, parce que c'est une problématique qui revient souvent. Quelles sont les opérations exonérées de TVA? Concrètement, sont exonérées de TVA les opérations qui sont des opérations d'assurance, les opérations avec une prime, les opérations avec un risque, les opérations avec une prestation. Le reste, on a tendance à l'exclure. Et ici, c'est des prestations de, c'est des prestations de gestion d'un régime professionnel de retraite. Ça ne fonctionne pas. Attention, lorsqu'on a des prestataires qui veulent qui vont venir vous soutenir qu'ils ne sont pas assujettis à la TVA parce que c'est une opération d'assurance. Là aussi, on est à interprétation au sens strict.
là, on dit bien qu'il n'y a pas d'indemnisation de risque et qu'à défaut d'indemnisation de risque, ben, il n'y a pas d'opération d'assurance et qu'à défaut d'opération d'assurance, eh bien, il n'y a pas d'exclusion, d'exonération de la TVA. Et la dernière, janvier 2020, sur la curatelle, le respect des règles relatives à la régularité des actes accomplis par une personne sous curatelle ne fait pas obstacle à l'action en nullité pour insanité d'esprit. Autrement dit, c'est pas parce que j'ai respecté les règles du droit des incapacités que je peux dire ah bah non c'est bon, puisque j'ai respecté les droits de la curatelle, droits des incapacités, il est impossible d'agir en insanité d'esprit. Pas du tout, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, il est 12h20, j'ai beaucoup parlé tout seul, mais ça c'est le problème de ces webinaires. J'espère que ça vous a servi à quelque chose. Il y a pas mal de trucs, globalement assez divers. Ça nous a permis de revenir sur pas mal de sujets. Laurence, je vous redonne la parole si Eh ben, vous avez des écoutez, commentaires. j'ai beaucoup de messages de remerciements et de personnes qui ont trouvé ça très intéressant. Je crois que Super. ça a été tellement clair et complet que pour le moment, en tout cas, je n'ai pas d'autres questions Pas de à questions. vous relayer. Voilà, tout le monde dit merci beaucoup Super. Bah écoutez, via le petit module de chat. Donc, c'est nous qui vous remercions. Je vois même qu'on avait des formateurs d'organismes concurrents qui sont venus vous écouter, ce qui prouve la qualité des interventions de l'Argus de l'assurance et la qualité de ses intervenants. Donc, c'est nous qui vous je remercions, suis ravi. Julien. Et puis, à très bientôt pour un nouveau sujet en votre compagnie. Avec grand plaisir. À bientôt. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.